Orgueil et préjugés, chapitre 1 du volume 1. Chacun se trouvera d'accord pour reconnaître qu'un célibataire, en possession d'une belle fortune, doit éprouver le besoin de prendre femme. Aussi peu connus que soient les sentiments ou les projets d'un tel homme à son arrivée dans le voisinage, cette vérité est si bien ancrée dans l'esprit des familles des environs qu'on les considère comme la légitime propriété de l'une ou l'autre de leurs filles. Mon cher monsieur Bennet, lui dit un jour sa femme, savez-vous que le parc de Netherfield a enfin trouvé preneur? Monsieur Bennet répondit qu'il l'ignorait. Et pourtant c'est fait, reprit-elle, car madame Long sort d'ici, et elle m'a mise au courant de tout. Monsieur Bennet garda le silence. Ne désirez-vous pas savoir qui vient de le louer? S'écria son épouse impatiemment. Je vois que vous avez envie de me le dire, et je n'ai pas de raison de refuser de l'entendre. C'était là une invitation suffisante. Eh bien, mon cher, sachez-le, madame Long m'assure que Netherfield a été pris à bail par un homme jeune et riche du nord de l'Angleterre. Il est venu lundi, en chaise de poste, à 4 chevaux, pour examiner les lieux, et il en a été si charmé qu'il a aussitôt donné son accord à monsieur Maurice. Il doit prendre possession avant la Saint-Michel, et quelques-uns de ses domestiques sont attendus dans la maison dès la fin de la semaine prochaine. Comment se nomme-t-il? Bingley. Est-il marié ou célibataire? Célibataire, mon cher, la chose est sûre. C'est un célibataire qui a une grosse fortune, de 4 à 5 000 livres de rente. Quelle aubaine pour nos filles! Comment cela? En quelle manière cela peut-il les affecter? Mon cher monsieur Bennet, lui répartit son épouse, ce que vous pouvez être agaçant. Vous devez vous douter que j'ai à l'esprit son mariage avec l'une ou l'autre. Vient-il s'installer par ici dans cette intention? Dans cette intention, cela n'a pas le sens commun. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Il n'en demeure pas moins probable qu'il puisse tomber amoureux de l'une ou bien de l'autre. C'est pourquoi il faut que vous lui rendiez visite dès qu'il arrivera. Je n'en vois pas la nécessité. Méfiez-vous, avez ma permission d'y aller, et vous pouvez les envoyer seuls, ce qui vaudrait peut-être mieux, car comme vous avez autant de beauté qu'elle, monsieur Bingley risquerait de vous donner la préférence. Mon cher, vous me flattez. J'ai eu certainement autrefois ma part de beauté, mais à l'heure qu'il est, je ne prétends à rien d'extraordinaire. Quand une femme comme moi a 5 grandes filles, il n'est plus temps pour elle de songer à sa beauté. En pareil cas, elle n'a souvent plus beaucoup de charme pour occuper ses pensées. Quoi qu'il en soit, mon ami, il faut absolument que vous alliez voir monsieur Bingley à son arrivée dans notre voisinage. C'est plus que je ne puis vous promettre, je vous assure. Mais pensez donc à vos filles. Avez-vous songé à l'établissement que cela représenterait pour l'une d'elles? Sir William et Lady Lucas sont déterminés à le visiter, uniquement pour ce motif, car vous savez bien qu'en général, il ne faut pas au-devant des nouveaux venus. Il faut absolument que vous y alliez, sinon il vous sera impossible de faire la même visite. C'est trop de scrupules, assurément. Je suis persuadée que M. Bingley sera enchanté de vous voir. Et je vais, par votre entreprise, lui faire parvenir un billet lui garantissant qu'il a mon consentement pour prendre parmi mes filles l'épouse de son choix, bien qu'il me faille glisser un mot en faveur de ma petite Lizzie. Je vous saurai gré de n'en rien faire. Lizzie n'est en rien supérieure à ses sœurs, et je prétends qu'elle est loin d'avoir la beauté de Jane et l'heureux caractère de Lydia. Mais il faut toujours que vous lui donniez la préférence. Aucune n'a grand-chose pour la recommander. Elles sont toutes sottes et ignorantes comme la plupart des filles, mais Lizzie possède un esprit un peu plus vif que les autres. Monsieur Bennet, comment pouvez-vous médire de la sorte de vos propres enfants? Vous prenez plaisir à me tourmenter. Vous n'avez pas pitié de mes pauvres nerfs. Vous vous méprenez, ma chère. J'ai le plus grand respect pour vos nerfs. Ce sont de vieux amis. Cela fait au moins 20 ans qu'avec considération je vous entends parler d'eux. Ah, vous ne savez pas ce que je souffre.
Néanmoins, j'espère que vous prendrez le dessus et vivrez assez longtemps pour voir de nombreux jeunes gens avec 4000 livres de rente entrer dans notre voisinage. À quoi cela servirait-il qu'il en vienne 20 si vous ne leur rendez pas visite? Comptez sur moi, ma chère. Il peut en venir 20, je les visiterai tous. La vivacité d'esprit, un humour sarcastique, la réserve et la fantaisie se mêlaient si étrangement dans la composition de M. Bennet qu'une expérience de 23 ans n'avait pas suffi à sa femme pour parvenir à le comprendre. En ce qui le concernait, le personnage était moins difficile à approfondir. C'était une femme d'une intelligence médiocre, peu instruite et perdant facilement patience. Lorsqu'elle était contrariée, elle s'imaginait malade des nerfs. La grande affaire de sa vie était de se marier ses filles. Elle tirait consolation de ses visites ainsi que des potins. Fin du chapitre 1. Orgueil et préjugés, volume 1, chapitre 2. Monsieur Bennet vit parmi les premiers à se rendre chez Monsieur Bingley. Il avait toujours eu l'intention de le faire, bien qu'assurant sa femme jusqu'au dernier moment qu'il n'irait pas. Le soir encore qui suivit cette démarche, il restait dans l'ignorance. Voici comment ensuite cela lui fut dévoilé. Observant la deuxième de ses filles qui s'occupait à garnir un chapeau, brusquement il lui lança « J'espère, Lydie, qu'il sera du goût de M. Bingley. » « Ce n'est pas demain que nous connaîtrons les goûts de M. Bingley, rétorqua sa mère avec aigreur, puisque nous ne les visiterons pas. « Mais vous oubliez, maman, intervint Élisabeth, que nous le rencontrerons dans les assemblées et que Madame Long a promis de nous le présenter. » « Je ne crois pas que Madame Long fasse quelque chose de ce genre. N'a-t-elle pas de nièce à marier? C'est quelqu'un d'égoïste et de fourbe, pour qui je n'ai pas la moindre estime. »« Pour moi non plus, renchérit M. Bennet, et j'ai plaisir à entendre que vous ne comptez pas sur ses bons offices. » Madame Bennet ne daigna pas répondre, mais incapable de se contenir, elle se mit à rabrouer l'une de ses filles. « Cesse donc de tousser ainsi, Kitty, pour l'amour du ciel, et un peu pitié de mes nerfs, tu les mets à la torture. » Kitty ne fait preuve d'aucun discernement dans ses accès de toux, fit remarquer son père. Elle les place au mauvais moment. Je ne tousse pas pour mon plaisir, répliqua Kitty sur un ton grincheux. À quand ton prochain bal, Lydie? Dans 15 jours demain. Mais oui, s'écria sa mère, et Madame Long ne sera de retour que la veille. Il lui sera donc impossible de nous présenter M. Bingley, car elle-même ne l'aura jamais vu. En ce cas, ma chère, vous aurez sur votre ami l'avantage de pouvoir lui rendre ce service. Impossible, Monsieur Bennet, impossible, puisque je ne connaîtrai pas Monsieur Bingley, moi non plus. Vous avez décidé de me faire enrager. Je rends hommage à votre circonspection. Des relations qui datent de 15 jours ne présentent, il est vrai, pas grand-chose. Ce n'est pas au bout de 2 semaines qu'on peut se vanter de connaître les gens. Mais si nous n'osons pas présenter Monsieur Bingley, quelqu'un d'autre s'en chargera à notre place, et après tout, il est juste de donner leur chance à Madame Long et à ses nièces. En conséquence, comme elle y verra un geste amical, si vous refusez de le faire, c'est moi qui m'occuperai de la présentation. » Les jeunes filles regardèrent leur père avec étonnement, cependant que Madame Bennet ne trouvait à dire que « faribole ». « Que peut bien signifier cette expression pleine d'emphase » s'exclama-t-il. « Considérerez-vous les formes de la présentation, ainsi que l'importance qu'on y attache comme autant de fariboles? C'est un point sur lequel je ne puis tout à fait vous suivre. Qu'en penses-tu, Marie? Je sais que tu es une jeune personne qui réfléchit profondément, lit de gros livres et relève des citations. » Marie voulut placer une remarque très judicieuse, mais ne trouva rien à redire. « Laissons Marie rassembler ses idées, poursuivit M. Bennet, et revenons-en à M. Bingley. »« J'en ai par-dessus la tête de M. Bingley, s'écria sa femme. Je suis fâchée de l'entendre, mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Si j'avais su cela ce matin, je ne serais sûrement pas allée le voir, c'est très regrettable. Mais puisque la visite maintenant est rendue, nous ne pouvons plus faire comme si nous ne le connaissions pas. » L'étonnement de ces dames fut à la hauteur des espérances de M. Bennet, la stupéfaction de sa femme surpassant peut-être celle de ses filles. Malgré tout, les premières effusions de joie une fois passées, elle se mit à soutenir qu'elle ne s'était attendue à rien d'autre dès le commencement. « Que c'est aimable de votre part, mon cher M. Bennet. Mais je savais bien que je finirais par vous persuader. J'étais sûre que vous aimiez tous vos enfants pour négliger une relation comme celle-là. Ah, comme je suis contente!
Et quel bon tour vous nous avez joué en y allant ce matin sans rien découvrir avant ce moment. À présent, Kitty, dit M. Bennet, te voilà libre de tousser à ta guise. Sur ces mots, il quitta la pièce, lassé des transports de sa femme. Quel excellent père vous avez là, mes filles, s'écria-t-elle, une fois la porte refermée. Je ne vois pas comment vous pourrez jamais le remercier suffisamment de sa bonté, ni me remercier moi, tant que vous y sommes. À l'âge auquel nous arrivons, il n'est pas tellement agréable de nouer de nouvelles relations, mais pour vous que ne nous ferions pas. Lydia, ma chérie, tu es la plus jeune, c'est vrai, mais je suis persuadée que M. Bingley te fera danser au prochain bal. Oh, je n'ai pas de crainte à avoir là-dessus, répondit Lydia avec assurance. J'ai beau être la plus jeune, je suis aussi la plus grande. Le reste de la soirée fut consacré à se demander quand M. Bingley rendrait sa visite à M. Bennet et à décider du jour où on l'inviterait à dîner. Fin du chapitre 2. Chapitre 3. Toutes les questions cependant que Madame Bennet, avec l'assistance de ses 5 filles, put poser sur le sujet, ne suffirent pas à obtenir de son mari un portrait satisfaisant de M. Bingley. Elles s'y prirent de différentes façons, alternant les interrogations sans détour, les hypothèses ingénieuses, les suppositions pleines d'audace. Ils déjouaient toute leur habileté, et en dernier recours elles durent se contenter des renseignements que leur fournit leur voisine, Lady Lucas. Son rapport fut des plus favorables. Sir William avait été enchanté. L'homme était fort jeune, merveilleusement beau, d'une compagnie très agréable et pour couronner le tout, il avait l'intention de se rendre à la prochaine assemblée en s'entourant de nombreux amis. Rien ne pouvait être plus réjouissant. De l'amour de la danse à l'amour il n'y a qu'un pas. On se mit à entretenir les espoirs les plus vifs concernant le cœur de M. Bingley. Si je peux seulement voir une de mes filles heureusement établie à Netherfield, dit Madame Bennet à son mari, et toutes les autres faire un aussi bon mariage, je ne demande pas plus. Quelques jours plus tard, M. Bingley rendit sa visite à M. Bennet et resta près de 10 minutes en sa compagnie dans la bibliothèque. Il avait espéré que l'occasion lui serait donnée d'entrevoir les jeunes filles de la maison, dont on lui avait vanté les charmes, mais il ne vit que le père. Les jeunes filles, quant à elles, bénéficièrent d'un peu plus de chance. Elles eurent le privilège de pouvoir distinguer d'une fenêtre d'en haut qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. Peu de temps après fut dépêchée une invitation à dîner, et déjà Madame Bennet avait songé à tous les plats qui devaient faire honneur à ses capacités de maîtresse de maison, quand lui parvint une réponse qui remettait le projet à plus tard. M. Bingley devait se trouver le lendemain à Londres. En conséquence, il ne pouvait accepter l'honneur qui lui était fait, etc. Madame Bennet en fut toute déconcertée. Elle ne voyait pas ce qui était de naturel appelé dans la capitale, sitôt après son arrivée dans le Hertfordshire, et elle se mit à redouter qu'il ne fût toujours par monts et par vaux, sans jamais se fixer à Netherfield, comme c'était son devoir. Lady Lucas apaisa quelque peu ses craintes en émettant l'idée que son voyage à Londres n'avait d'autre but que de réunir un grand nombre d'amis pour l'assemblée. Le bruit ensuite ne tarda pas à se répandre que M. Bingley allait amener avec lui 12 dames et 7 messieurs. Les jeunes filles se désolèrent devant pareil afflux de cavalières, mais se rassérénèrent la veille du bal en apprenant que ce n'étaient pas 12 dames qui avaient fait le voyage de Londres, mais 6, 5 sœurs et une cousine. En réalité, quand le groupe entier pénétra dans la salle, il ne comptait plus que 5 éléments. M. Bingley, ses 2 sœurs, le mari de la plus âgée et un autre jeune homme. M. Bingley était bien fait de sa personne et distingué, avec un visage agréable, des manières simples et franches. Ses sœurs avaient de la beauté et affichaient une élégance recherchée. Son beau-frère, M. Hurst, avait l'air d'un gentleman, rien de plus. Mais son ami M. Darcy attira vite l'attention de tous par sa haute stature, sa prestance, l'agrément et la noblesse de ses traits, ainsi que par la rumeur qui circula moins de 5 minutes après son entrée, lui attribuant 10 000 livres de rente. Les messieurs lui trouvèrent de l'allure, les dames le jugèrent beaucoup plus séduisant que M. Bingley, et durant près de la moitié de la soirée, on le considéra avec beaucoup d'admiration, jusqu'à ce qu'il déplut par des manières qui inversèrent le cours de sa popularité. En effet, on découvrit qu'il était fier, méprisait les gens qu'il côtoyait, et ne se satisfaisait de rien. Du coup, son vaste
vaste domaine du Derbyshire ne suffit pas à lui épargner d'avoir une physionomie particulièrement désagréable et rébarbative, et de n'être rien en comparaison de son ami. M. Bingley eut au fait de lier connaissance avec tout ce qui comptait dans la salle de bal. C'était quelqu'un d'enjoué qui bannissait toute réserve. Il dansa chacune des danses, se fâcha de ce que le bal finit trop tôt, et parla d'en donner un lui-même à Netherfield. Des qualités aussi charmantes se passent de commentaires. Quel contraste entre lui et son ami. M. Darcy ne fit que 2 apparitions parmi les danseurs, la première en compagnie de Madame Hurst et la seconde avec Mademoiselle Bingley. Il refusa d'être présenté à d'autres dames et passa le reste de la soirée à déambuler dans la pièce, avec un mot parfois à l'adresse des gens qu'il connaissait. Aussi décida-t-on bien vite de son caractère. Il fut jugé l'homme le plus orgueilleux, le plus déplaisant qui fût au monde, et chacun espéra ne plus jamais le revoir. Parmi les plus virulents, dans leur opposition, figurait Madame Bennet, dont le dégoût causé par l'ensemble de son comportement se muait en un ressentiment plus aigu et plus particulier, du fait qu'il avait traité avec dédain l'une de ses filles. Elizabeth Bennet avait eu par la suite de la rareté des cavaliers, resté assise pendant 2 danses, et durant une partie de ce temps, M. Darcy s'était tenu assez près pour qu'elle pût entendre sa conversation avec M. Bingley. Ce dernier avait quitté la danse quelques instants pour presser son ami de le rejoindre. « Allons, Darcy, lui dit-il, viens donc danser. Je déteste te voir traîner tout seul de cette manière. Tu ferais beaucoup mieux de te joindre à nous. N'y compte pas. Tu sais à quel point je déteste la danse quand je ne connais pas bien ma cavalière. Dans une assemblée comme celle-ci, l'épreuve me serait insupportable. Tes 2 sœurs ont trouvé des partenaires, et il n'y a pas dans la salle d'autres femmes à qui ce ne serait pas pour moi une punition de tenir compagnie. »« Comment peut-on se montrer aussi difficile ?» s'exclama Bingley. « C'est à n'y pas croire. Je te jure que je n'ai jamais rencontré de ma vie autant d'aimables jeunes filles qu'en cette soirée. Tu peux voir par toi-même que plusieurs sont remarquablement jolies. »« Tu danses avec la seule qui soit belle, dit M. Darcy en regardant l'aînée de demoiselle Bennet. Ah, c'est la plus divine créature que j'ai jamais vue. Mais une de ses sœurs est assise juste derrière toi, qui est très jolie, et je ne doute pas qu'elle soit très charmante. Permets-moi, je te prie, de demander à ma partenaire de te présenter. De qui veux-tu parler ?» Se tournant un instant, il examina Elisabeth jusqu'à ce que, croisant son regard, il détourna le sien et dit froidement « Elle n'est pas mal, mais pas assez belle pour me tenter, et je ne suis pas d'humeur aujourd'hui à donner de l'importance aux jeunes filles qui ont été laissées pour compte. Tu ferais mieux de retourner auprès de ta cavalière pour te repaître de ses sourires, car tu perds ton temps avec moi. » M. Bingley suivit son conseil. M. Darcy s'éloigna, et Elisabeth resta seule à nourrir à son égard des sentiments qui n'avaient rien de très cordial. Cela ne l'empêcha pas de raconter à ses amis ce qui s'était passé avec beaucoup de verve, car elle était dotée d'un esprit vif et malicieux qui se divertissait du ridicule sous toutes ses formes. La soirée dans l'ensemble se passa agréablement pour la famille entière. Madame Bennet avait pu voir l'aînée de ses filles, très admirée par les hôtes de Netherfield. M. Bingley avait dansé 2 fois avec elle, et ses sœurs lui avaient montré une faveur particulière. Jane en ressentait autant de plaisir que sa mère, si ce plaisir demeurait plus discret dans ses manifestations. Elisabeth était sensible au contentement de Jane. Marie s'était entendue mentionner à Mademoiselle Bingley comme la jeune fille la plus accomplie du voisinage. Quant à Catherine et à Lydia, elles avaient eu la chance de ne jamais manquer de partenaires, ce qui constituait la somme des satisfactions qu'elles avaient jusqu'alors appris à attendre d'un bal. On revint donc dans la bonne humeur à Longbourn, le village où ils résidaient et dont ils étaient les habitants les plus en vue. M. Bennet n'était pas encore couché. Avec un livre entre les mains, il ne voyait pas le temps passer, et en la circonstance, sa curiosité était éveillée de connaître les résultats d'une soirée qui avait suscité d'aussi grand espoir. Il avait plutôt escompté la déception de tous les plans dressés par sa femme, qui visait le jeune étranger, mais il s'aperçut bien vite qu'il aurait à écouter quelque chose de très différent.
cher monsieur Bennet, s'écria-t-elle, sitôt entrée dans la pièce, nous avons passé une soirée merveilleuse. Ce bal était une réussite parfaite. Je regrette que vous ne soyez pas venu. Jane a été admirée. On n'avait jamais rien vu de pareil. Tout le monde l'a complimentée sur sa beauté. Monsieur Bingley l'a trouvée ravissante et il a dansé 2 fois avec elle. Vous vous rendez compte? 2 fois. Il n'a invité personne d'autre une 2e fois. Il a commencé par faire danser mademoiselle Lucas. J'étais contrariée de la voir à son bras. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Heureusement, il n'a pas du tout été séduit, il est vrai que personne ne pourrait l'être. Et en regardant Jane passer devant lui, il a paru conquis. Il a donc cherché à savoir qui elle était, s'était fait présenter et lui a retenu les 2 prochaines danses. Après cela, il a dansé les 2 suivantes avec mademoiselle King, les 2 suivantes avec Maria Lucas, les 2 suivantes de nouveau avec Jane, les 2 suivantes avec Lizzie et la boulangère. S'il avait eu un peu de pitié pour moi, coupa son mari impatiemment, il se serait arrêté bien avant. Pour l'amour du ciel, plus un mot sur ses partenaires. Ah, s'il avait pu se fouler la cheville dès la première danse. Mon cher, poursuivit madame Bennet, je suis absolument charmée par cet homme. Il est si étonnamment beau, et ses sœurs sont des femmes exquises. Jamais de ma vie je n'ai plus élégant que leurs robes. Je crois bien que la dentelle de celle de madame Hurst. On l'interrompit une fois encore. Monsieur Bennet refusait d'entendre parler chiffon. Son épouse fut donc contrainte de se rabattre sur un autre aspect de la soirée, et elle raconta, en y mettant beaucoup d'aigreur et quelques exagérations, l'impolitesse grossière dont monsieur Darcy s'était fait rendu coupable. Mais je puis vous assurer, ajouta-t-elle, que Lizzie ne perd pas grand-chose à ne pas satisfaire son goût. C'est quelqu'un de très désagréable, d'abominable, qui ne mérite aucunement qu'on cherche à lui plaire. Il est si hautain et si imbu de sa personne qu'on ne peut le souffrir. Il se promenait d'un côté et de l'autre en se prenant pour un grand personnage. Pas assez belle pour être invitée. Je regrette que vous n'ayez pas été là, mon cher. Vous l'auriez remis à sa place, comme vous savez le faire. J'ai un véritable dégoût pour cet homme-là. Fin du chapitre 3.